9 clés pour comprendre le conflit et mieux l'appréhender. Donc la première clé, c'est la gestion du stress. Face à une situation stressante, la plupart du temps, les gens essaient de gérer la situation avec leurs moyens étant stressés, alors que le meilleur des moyens, c'est plutôt de, partant d'une situation où on est stressé, d'abord essayer de retrouver le calme pour pouvoir gérer la situation. Donc rappelez-vous, si vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, donc ça fait partie des conflits qu'on peut avoir, parfois vous êtes face à quelqu'un qui se met en colère, et donc n'essayez pas de le dominer, de faire des reproches, de remettre en question ses capacités intellectuelles, ne soyez pas, évitez de lui donner des ordres ou d'être imprécis, hésitant, de l'agacer, de paraître désorganisé, d'être lent ou de trop parler, évitez de l'interrompre ou de mentir, de le menacer. Tout ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des attitudes qui vont favoriser finalement la colère. A contrario, vous allez préférer l'écouter sans l'interrompre, expliquer de manière simple, logique, concrète, factuelle, questionner celui-ci souhaité et réaliste, aller dans son sens, s'excuser, partager ses erreurs, les siennes, partager ses propres erreurs. Oui, je reconnais que je me suis planté là-dessus, je suis vraiment désolé. Ouais, pardon. Être dynamique sans être agressif, reconnaître les capacités d'intelligence de l'autre, sa capacité à savoir réfléchir et à savoir agir. Donc l'idée, c'est de gérer la colère de manière à pouvoir revenir dans un état, j'ai envie de dire, normal, au moins calme. Alors si ce n'est pas du mode adaptatif, au moins un mode j'ai envie de dire, d'apaisement, de calme, un peu plus tranquille, cool, pour qu'il puisse y avoir un autre type de discussion que celle de quelqu'un qui vous hurle dessus. Deuxième clé pour le conflit, il faut savoir donner du feedback. Vous allez avoir parfois des conflits qui viennent de la mauvaise manière de donner un feedback. Soit des feedbacks qui sont donnés de manière pas assez bienveillante ou pas dans les bonnes conditions. Bien. Les gens ne sont pas forcément tous aussi matures par rapport au feedback. Donc, il faut savoir que se concentrer sur les lacunes de quelqu'un, ça ne va pas l'aider à s'améliorer, mais ça va plutôt déclencher son système de défense. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas rentrer dans un conflit avec les feedbacks où l'autre va dire mais non mais c'est pas ma faute, mais moi j'ai appris comme ça ou c'est pas ça qu'on cherche à avoir comme réaction. Si la personne commence déjà à se défendre, c'est qu'on n'est pas dans le bon registre. Il faut remettre les choses au point, au calme. L'objectif c'est pas ça. Je respecte ta manière de travailler, je te respecte comme personne. Je fais un feedback sur la tâche, sur ce que tu fais, et non pas sur toi. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et parfois, donc, certaines cultures, notamment en France, c'est un petit peu délicat, parce qu'on a tendance un petit peu à mélanger le fait de la tâche, ce qui est fait par quelqu'un, le résultat de son travail, et la personne elle-même. On a tendance à très vite soit critiquer l'un pour l'autre, où les personnes peuvent se sentir très vite blessées parce qu'on critique leur travail, alors qu'on ne critique pas ce qu'ils sont. Donc ça, c'est très important. Le feedback doit se focaliser sur la tâche et non sur la personne. Le feedback, il doit intervenir souvent et rapidement. Souvent, effectivement, pour qu'il y ait moins d'intensité par rapport au feedback et que on soit capable de réajuster si jamais on va dans la mauvaise direction. Mais rapidement aussi, parce que si vous voulez, le cerveau, il est fait d'une telle manière que si vous avez un feedback très très longtemps après avoir fait l'action, le cerveau va avoir du mal à faire un lien entre ces deux choses-là. Si vous faites quelque chose de mal, il faut qu'il y ait une réaction qui soit assez rapide pour dire non, ça va pas. Ou au contraire, ça c'est très positif. De manière à ce que le cerveau associe très facilement, naturellement, son activité avec le feedback. Donc, si vous donnez du feedback, demandez du feedback sur le feedback, essayez de voir comment vous pouvez travailler avec les autres, comment vous pouvez vous adresser aux autres de manière à ce que ce soit plus productif et plus constructif. Il faut créer un environnement ouvert à l'erreur. Ça, c'est extrêmement important de se dire qu'effectivement, on a le droit de se tromper, on peut se planter. Ça fait partie la vie est comme ça, la réalité est comme ça. Là, on voit qu'il faut faire appel un peu à son mode adaptatif, savoir que il faut accepter en fait la réalité des choses. Valoriser les efforts plutôt que les qualités des personnes, ça c'est aussi important dans l'apprentissage, notamment des enfants, mais de manière beaucoup plus générale. Quand on valorise les efforts de quelqu'un, on valorise son travail. Après, les résultats, c'est pas toujours quelque chose sur lequel on a la main, mais valoriser les efforts plutôt que les qualités des personnes, c'est important aussi parce que les qualités, finalement, c'est très subjectif et c'est quelque chose qui n'est pas censé varier dans le temps.
Si vous valorisez quelqu'un en disant mais t'es quelqu'un de très intelligent, il va se dire oui, ok, très bien, donc so what, quoi, qu'est-ce que je vais en faire, à quoi ça me sert. Alors que si vous valorisez les efforts, vous encouragez quelqu'un en fait à continuer à travailler et à faire des efforts pour l'équipe. Donc un feedback, hein, quand il corrige une erreur, il inhibe le chemin mental erroné. Quand il souligne un succès, il va le faciliter le chemin neuronal à succès. Donc vraiment dans le cerveau, on voit qu'on a le fait de pouvoir avoir des chemins qui vont être beaucoup plus empruntés plus facilement parce que ils ont été récompensés ou au contraire qui vont être bloqués. Donc dans une entreprise, c'est très important, hein, récompense et punition dans le sens finalement correction, hein, feedback négatif. Tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment aider les uns et les autres à voir comment se comporter les uns avec les autres. Troisième clé, connaître les biais cognitifs du conflit. Donc, souvent dans un conflit, il va y avoir des biais cognitifs qui vont s'exprimer. Donc le biais d'attribution, par exemple, c'est le fait de se dire, bah, mon comportement à moi, il est tout à fait logique. Donc moi, ce que je fais, c'est tout à fait logique. Par contre, eux, c'est tout à fait irrationnel, quoi. On ne comprend pas. Alors, en vérité, c'est un biais cognitif parce qu'on a toujours tendance à croire que nos réactions à nous sont rationnelles, alors que celles des autres ne le sont pas. En vérité, des deux côtés, il y a du rationnel et de l'irrationnel. Et donc, on n'est pas tellement différents les uns des autres, on est tous dans cette complexité à la fois émotionnelle, comportementale et cognitive qui viennent se mélanger et influencer les uns les autres avec des états d'esprit qui peuvent changer et qui modifient complètement le comportement. L'illusion de force asymétrique, ce biais cognitif qui nous fait croire que si on dit que quelqu'un va pas s'en remettre en fait, que les gens sont un petit peu faibles ou qu'ils ne supporteront pas qu'on leur dise la vérité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ne va pas aider à la gestion du conflit, parce que quand on veut résoudre un conflit, il faut passer par le dialogue, il faut passer par la discussion, il faut passer par le fait de comprendre ce que l'autre vit, exprimer aussi ce que nous on vit, dans un moment d'empathie, d'écoute et de respect, et c'est ça qui fait qu'on va résoudre un conflit. Le biais d'attribution hostile et l'illusion de connaissance asymétrique, là on a ce côté, ah il a bien calculé son coup, il a fait ça pour me nuire ou parce qu'il veut prendre ma place. C'est cette croyance finalement que les gens, ils ont des intentions hostiles, c'est qu'il finalement il y a un côté un peu égoïste, et cette impression aussi de connaître, de savoir ce qui se passe dans la tête des autres, ce qui est complètement faux. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres, il peut y avoir plein de raisons possibles qui expliquent un comportement, et la plupart du temps, les gens ne sont pas si égoïstes que ça. On a tendance à énormément surévaluer l'égoïsme des autres. Donc, pour illustrer ça, je vous montre un petit rapport en fait d'une étude statistique qui avait été faite auprès d'un institut public sur lequel il y avait eu un conflit, il y avait eu plusieurs mois de conflit entre plusieurs services, et on a demandé aux gens est-ce que vous faites preuve de collaboration, est-ce que vous êtes dans le compromis, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la compétition, l'évitement ou l'accommodement. Et donc du coup, on a posé cette question à tous les acteurs de l'entreprise. Et c'est très drôle parce que les personnes interrogées, elles ont toutes tendance à dire qu'elles sont dans la collaboration, dans le compromis, et par contre que les autres, eux, ils sont dans la compétition. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup finalement, ce côté finalement à dire, bah moi c'est plutôt positif, moi quand je juge ce que je fais, bah, c'est plutôt positif, hein, je suis dans des compromis, collaboration, il y a vraiment une connotation positive. A contrario, les autres sont dans la compétition, donc les autres, il y a une connotation péjorative. Et donc, le fait de croire ça, le fait le méchant, c'est toujours l'autre, hein, l'ennemi, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi, et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, en fait, qui peut être néfaste pour la relation. Et cette tendance à croire que le problème vient de l'autre, c'est quelque chose qui n'aide pas à la résolution du conflit. Donc prendre conscience de ses propres biais ou simplement douter va favoriser le dialogue et la résolution de conflits. Je vous invite, encore une fois, le doute fait partie des outils qui permettent de basculer en mode adaptatif. Quand on doute, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. C'est que quand on doute, ça veut dire qu'on se pose des questions, qu'on n'est pas sûr de soi. Et tant mieux, ça veut dire qu'on laisse la place à d'autres possibilités, à d'autres chemins, à d'autres idées. Et il est temps, après un certain moment de réflexion, de prendre une décision. C'est ça aussi le mode adaptatif. Mais passer par une étape de doute, c'est quelque chose qui est extrêmement important et utile, et donc positif. Clé 4, le mode adaptatif.
l'Institut neurocognitiviste nous propose, à travers l'approche neurocognitive et comportementale, 4 gouvernances, ce qu'on appelle les 4 gouvernances de l'ANC. La gouvernance instinctive, dans laquelle on a les 3 types de stress qui gèrent en fait les besoins primaires, comme ceux de se nourrir ou de dormir. La gouvernance grégaire, elle gère plutôt la confiance en soi et la confiance aux autres. Elle gère les rapports de force et tout ce qui est la confiance en soi, c'est-à-dire le fait d'avoir plutôt confiance en soi a priori, ce qu'on appelle la dominance, manquer de confiance en soi a priori, ce qu'on appelle la soumission, manquer de confiance aux autres, ce qu'on appelle la marginalité, ou avoir un excès de confiance aux autres a priori, c'est-à-dire que même si je ne les connais pas, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en l'humanité, ce qu'on appelle l'intégration. Donc ça, on ne va pas le décrire en détail, même si la dominance peut être une vraie source de difficultés, mais c'est juste pour effectivement expliquer qu'il y a certaines gouvernances qui prennent le lead en fonction des situations. La gouvernance émotionnelle, la plus fréquente, qui gère les motivations, qui gère les valeurs, les règles, les intolérances, les interdits. Donc la plupart du temps, quand on fait une activité, on le fait pour obtenir un résultat ou parce que ça nous plaît, ou on fonctionne à travers des surinvestissements. Bon, ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, que je ne vais pas détailler dans cette formation. Ce qui est important de voir, c'est que les gouvernances instinctives, grégaires et émotionnelles correspondent au mode automatique. Et on a une 4e gouvernance, qui est la gouvernance adaptative, qui, elle, est adéquate pour gérer les situations complexes ou inconnues, et qui amène calme et sérénité. Et donc, le mode automatique, routine, persévérance, simplification, certitude, empirisme, image sociale. Le mode adaptatif, curiosité, souplesse, nuance, relativité, réflexion logique, opinion personnelle. Donc, opinion personnelle ou assertivité, c'est 2 manières de dire la même chose. Mais ce qui est intéressant là, c'est, bon, je vous le remets encore une fois, je vous invite vraiment à vous plonger là-dedans et à réfléchir pour vous à quoi tout ça correspond, comment vous pouvez l'utiliser à travers des dialogues, des discussions. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de faire preuve de plus de nuances ou de relativité, ou lui poser des questions qui l'amènent à plus de souplesse d'esprit et de réflexion logique. Vous aurez des résultats grâce à ça. Donc la résolution du conflit est favorisée par un état d'esprit de sérénité. C'est parce qu'on est dans un mode mental adaptatif, qu'on a une discussion avec l'autre dans un état d'esprit de sérénité et de calme, qu'on arrive à écouter l'autre, à comprendre l'autre et à trouver un point d'accord et à finalement trouver de nouvelles règles de fonctionnement ensemble. Et ça, c'est extrêmement important dans une entreprise. La résolution du conflit, qui passe par le dialogue ou par l'accompagnement par un coach, permet finalement de casser des silos et de créer du changement parce qu'on va améliorer les interactions au sein du système de l'entreprise et donc on va avoir une entreprise beaucoup plus agile, beaucoup plus saine d'un point de vue systémique, parce que les interactions entre ces différents organes, finalement, de décision de ces organes de production, sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus équilibrés, sont beaucoup plus performants. Et donc la résolution du conflit, c'est extrêmement important dans une transformation agile pour lutter contre l'homéostasie et pour provoquer une vraie agilité à l'échelle de l'entreprise. Donc comprendre l'homéostasie, c'est quelque chose sur lequel que je vous ai expliqué lors de la partie systémique. L'objectif aussi de ce moment, c'est de revenir sur les choses qu'on a vues déjà dans d'autres formations, enfin d'autres modules. Donc l'homéostasie, c'est un état d'équilibre nécessaire à la survie de tout système. Et un conflit qui n'est pas résolu, c'est une forme d'homéostasie. Cela permet au système de ne pas changer, c'est-à-dire que un conflit non résolu, c'est quelque chose qui va permettre à certaines personnes de ne pas se remettre en question, de ne pas changer leurs habitudes, et finalement, peu importe que l'entreprise se plante ou ne soit pas capable ne soit pas aussi efficace qu'elle pourrait être, ces gens-là vont finalement cultiver ce conflit, éviter de parler à la personne avec qui ils sont en conflit, rester campés sur leur position, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour le système tout entier. C'est vraiment une forme d'homéostasie du système. Donc l'homéostasie se nourrit du silence, c'est le calme plat, ça ne bouge pas. Là, on est vraiment dans l'homéostasie, la résistance au changement. Voilà, on a trouvé un équilibre, donc pourquoi le changer? Effectivement, ça peut être très efficace, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie. La plupart du temps, c'est très bon d'avoir un système qui finalement fonctionne très bien de manière automatique.
La difficulté, c'est que ce confort finalement apparent, peut coûter plus cher à certaines personnes dans le système. Il peut y avoir des parties du système qui prennent toutes les tensions et qui emmagasinent en fait toutes les difficultés. Et en cas de changement d'environnement, en cas de situations complexes, nouvelles au niveau de l'environnement, pour l'entreprise tout entière, c'est délicat, ça risque même de provoquer la mort du système qui n'est pas capable de s'adapter assez vite. Je vous propose 3 questions à se poser finalement pour la résolution d'un conflit, ou pour simplement réflexion personnelle. À quoi sert l'impossibilité apparente de collaborer? Donc 2 personnes qui apparemment n'arrivent pas à collaborer, ou sont incapables de collaborer ensemble, à quoi ça leur sert ça? Quels sont les avantages qu'ils tirent de cette situation? Et c'est très intéressant de se poser cette question quand vous êtes face à un conflit dans une entreprise. 2 services qui ne se supportent pas. Posez-vous cette question-là. À quoi ça sert cette impossibilité apparente de collaborer? Rappelez-vous, tout problème est une solution. Si vous avez un problème, c'est que c'est également une solution par rapport à autre chose. Comment font-ils pour ne pas collaborer efficacement? C'est-à-dire qu'ils vont user de stratagèmes, de techniques pour ne pas collaborer. Regardez ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique pour ne pas collaborer. Peut-être qu'ils ne répondent pas aux mails, peut-être qu'ils ne viennent pas aux réunions, ils viennent en retard, ils n'écoutent pas les autres, ils coupent la parole. Il peut y avoir plein de techniques qu'ils vont utiliser pour ça. Et donc, comment le médiateur peut-il être utilisé pour prolonger le conflit? C'est-à-dire que vous, en tant que médiateur, en tant que coach, vous pouvez être amené finalement à être utilisé pour prolonger le conflit. Et donc, essayez de faire attention à ça. Ils peuvent essayer de vous utiliser d'une manière ou d'une autre, en essayant de vous mettre de leur côté, en quelque sorte. Donc, comment font-ils pour ne pas collaborer efficacement? Je reviens sur la question numéro 2. Ça peut faire l'objet aussi d'un atelier de résolution de conflit. Vous pouvez poser la question en fait aux 2 personnes qui sont en conflit. Ok, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous réussissez à ne pas collaborer? Et donc là, on travaille sur l'autodénonciation, sur laquelle on va leur demander finalement de s'autodénoncer et d'exprimer quelles techniques ils utilisent pour ne pas collaborer. Le fait qu'ils expriment ces différentes techniques pour ne pas collaborer, c'est un premier pas déjà vers une posture méta, une réflexion sur soi, une autodénonciation. Et à partir du moment où les gens se dénoncent des techniques qu'ils utilisent ou qu'ils pourraient utiliser pour ne pas collaborer, ça va être déjà un pas vers plus de collaboration, parce qu'on a beaucoup plus de mal en fait à faire quelque chose quand c'est clairement un outil pour aller à contresens de l'intérêt général. Donc les boucs émissaires favorisent l'homéostasie. Vous avez dans les entreprises des boucs émissaires qui prennent sur eux tous les malheurs du monde, toutes les difficultés du monde. Souvent ce sont des gens très gentils qui travaillent beaucoup et qui sont malheureusement aussi des facteurs d'homéostasie, c'est-à-dire que comme dès qu'il y a un nouveau truc à faire, c'est eux qui le prennent et qu'ils font des nuits blanches ou que au final c'est pas parfait, c'est pas bien et tout le monde les critique. Le fait qu'ils existent, ça permet au système de continuer à fonctionner de manière non optimale et sans un équilibre systémique et biosystémique correct. Alors rappelez-vous des types de changements, il y en a 2. Il y a les changements de type 1 et les changements de type 2. Les changements de type 1, on reste dans nos habitudes habituelles. Les changements de type 2, qui arrivent au moment d'une crise, sont des vrais changements, sont des changements beaucoup plus profonds. On doit revoir ses certitudes, on doit revoir ses croyances, on doit revoir en fait ses réflexes en fait habituels. Et donc c'est le mode adaptatif qui permet de résoudre aussi les crises, de résoudre les conflits, amener les gens vers le mode adaptatif à travers des crises qui peuvent être simplement des moments de discussion entre eux, où ils vont se dire les choses, et ça c'est le genre d'activité, d'atelier qui permet la résolution de conflits, et c'est ce qui permettra aussi à l'entreprise d'atteindre un niveau d'homéostasie nouveau, qui sera beaucoup plus performant pour l'entreprise, grâce à la résolution des différents conflits entre les services et les managers. Un conflit non géré en haut dans la hiérarchie peut provoquer des injonctions paradoxales plus bas dans le système. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous le verrez beaucoup en entreprise. Vous avez 2 responsables qui sont dans un conflit ouvert pour
un intérêt politique, ils veulent le même poste, ou alors ils ne se supportent pas parce que ils fonctionnent pas du tout de la même manière, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ou simplement ils peuvent pas se piffrer pour X raisons. Ils sont en conflit, ils refusent de collaborer, et vous vous retrouvez avec des N-1 qui ne font que finalement faire ce qu'on leur demande de faire, mais qui n'ont pas les moyens de changer d'avis, donc on les force à respecter les ordres des chefs, et eux imposent aussi leurs ordres à des acteurs en dessous, donc soit des collaborateurs, soit des équipes, qui se retrouvent avec des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'ils doivent faire, on leur demande le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte. Ils doivent être, par exemple, à faire des outils extrêmement performants techniquement, mais répondre aussi très 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 rapidement aux besoins commerciaux, aux besoins des clients. Donc voilà, vous pouvez avoir très très vite dans les entreprises des conflits qui ne sont pas gérés, qui provoquent des injonctions paradoxales. Repérez ces injonctions paradoxales, identifiez-les, comprenez-les, en discutant avec les équipes, demandez-leur si à un moment donné, ils ont l'impression qu'on leur demande des choses qui sont impossibles. Le travail avec les équipes permet de remonter, de comprendre bien le système et de remonter après aux acteurs qui, eux, ont les moyens de résoudre le problème, de résoudre le conflit. Et c'est si eux arrivent à discuter ensemble et trouvent un compromis, que vous allez avoir véritablement de l'agilité à l'échelle. Donc, dans la stratégie d'agilité à l'échelle, quel que soit le framework que vous utilisez, peu importe, vous devez avoir des réunions à un certain niveau hiérarchique, des réunions transverses, où il y a des discussions entre des acteurs qui sont pluridisciplinaires, qui appartiennent à des entités différentes et qui vont pouvoir ensemble discuter autour de certains projets, autour de certains produits, de stratégies communes, de compromis sur certains aspects. Et c'est important que tous les responsables des membres d'une équipe soient présents à ces réunions-là. Pas forcément des comités trop importants avec trop de monde, mais des petites réunions avec un peu de personnes, mais avec les responsables de chaque acteur du produit, qui sont ensemble pour pouvoir discuter, trouver des compromis, et vous gagnerez en efficacité et en collaboration et en agilité à l'échelle. Alors c'est important que tous les acteurs soient là, parce que si il en manque un, celui qui est absent finira bouc émissaire en fait de l'exercice, et finalement tous les problèmes seront de la faute de la personne qui n'est pas là. Sixième clé, privilégier le dialogue et l'écoute. Donc ça c'est extrêmement important. Moi j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, Daryl Davis, qui est un musicien nord-américain qui a parcouru les États-Unis et qui a fait la rencontre de membres du Ku Klux Klan. Et donc, étant noir de peau, c'est pas forcément... disons qu'il était face à des gens qui sont ouvertement racistes, extrêmement engagés pour le racisme. Et c'est quelqu'un qui, à travers la discussion et ce qu'il a pu, les rencontres qu'il a pu faire, les discussions qu'il a pu avoir avec ces gens-là, il a réussi à faire en sorte que plus de 200 membres du Ku Klux Klan abandonnent leur robe. Et donc, ce qu'on voit sur la photo, ce sont des membres du Ku Klux Klan. Donc vous voyez, il y a différents niveaux de hiérarchie. Il y a une hiérarchie, enfin, vous avez des responsables au niveau de l'État, des responsables au niveau du pays tout entier, ou des responsables beaucoup plus locaux, selon la couleur de la robe. Et donc, il a réussi à convaincre des très hauts gradés du Ku Klux Klan, finalement, d'abandonner le Ku Klux Klan. Et alors, moi j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant en termes de changement, en termes d'accompagnement au changement. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment techniquement il fait, quoi. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par écouter les gens, et il peut les écouter pendant très 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 longtemps, et il les écoute parler, il écoute leurs arguments, et il les laisse parler, et petit à petit, à travers cette écoute respectueuse, il va y avoir une situation de confiance qui va se créer. À partir de là, lui, il ne se débine pas pour autant, et il va relater des expériences et des faits. Des expériences personnelles, des faits, et il apporte des chiffres, il apporte des éléments factuels. Au bout d'un certain temps, alors ça peut prendre plusieurs années, donc rappelez-vous, si c'est quelqu'un qui a une culture raciste depuis l'enfance, et quelqu'un qui est raciste depuis 6 mois parce qu'il a perdu son job, c'est pas du tout le même ancrage, et plus c'est profond, plus ça prend du temps à changer.
Donc ce changement, il n'est pas obligatoire non plus, il ne fonctionne pas à chaque fois. Mais ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'il y a une dissonance cognitive qui opère chez certains. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre leur vision du monde, leurs valeurs, et la réalité des faits. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le mode mental adaptatif, finalement, va travailler là-dessus. Il va y avoir une action, en fait, en tâche de fond qui va opérer. Et à un moment donné, alors ça peut prendre du temps, ça peut fonctionner ou pas, mais à un moment donné, la nuance, la logique, le mode adaptatif va faire en sorte que il va y avoir besoin de trouver quelque chose de cohérent. Et donc la vision du monde va venir se mettre à jour. C'est-à-dire qu'à force de discuter avec un homme noir qui n'est pas méchant, qui écoute, qui aime les États-Unis, ces gens-là finissent par se rendre compte qu'il existe des noirs qui peuvent être intelligents, bien intentionnés, qui ne sont pas tous des voleurs et qui peuvent aimer les États-Unis. Et donc du coup, ça provoque un changement à la fois dans leurs idées, et puis dans leur comportement, et puis dans leurs émotions, et puis dans leur manière de voir le monde, qui fait que finalement ils abandonnent ces théories racistes. Septième clé, les pièges à éviter. Donc, si vous êtes face à un conflit entre des membres d'une équipe ou entre des managers, évitez de jouer le sauveur et laissez plutôt les protagonistes trouver leur propre solution. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous essayez de sauver le système, de trouver des solutions à la place des autres, ça ne marchera pas. D'ailleurs, en général, les protagonistes, et ça fait partie de l'homéostasie, pour éviter de trouver une solution par eux-mêmes, ils vont essayer de faire en sorte que d'autres trouvent des solutions pour eux. Donc là, laissez-les finalement trouver leur propre solution. C'est le seul moyen qu'ils ont de résoudre le conflit. Il ne faut pas sous-estimer le temps qui est nécessaire pour résoudre un conflit. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça peut prendre plusieurs mois. Donc là encore, c'est d'autant plus long que c'est ancré, que c'est émotionnel, que ça peut être lié à une histoire aussi familiale, etc. Donc ça demande du temps, il ne faut pas négliger ce temps pour résoudre un conflit. Ne pas négliger non plus la propagation, vous verrez que les protagonistes d'un conflit cherchent en fait à séduire des gens autour d'eux, à rassembler des gens autour d'eux, pour essayer de créer une équipe finalement, des alliés qui vont les défendre dans le conflit, que ce soit autour d'un café ou à des repas ou autre chose. Vous verrez très souvent les deux personnes qui sont en conflit, vous allez avoir une propagation, c'est-à-dire que des gens autour d'eux, en général leur équipe, vont finalement n'entendre que leur point de vue et du coup se dire ah bah oui non mais il est grave l'autre tout, t'as raison et tout, il t'a vraiment dit ça, c'est fou. Et donc du coup vous vous retrouvez avec comme ça des espèces de clans qui sont en conflit. Un conflit commence toujours par deux personnes. Et c'est après qu'il y a une propagation. Mais à la base, c'est toujours entre deux personnes. Donc, soyez attentifs à ça, et vous verrez que la propagation, c'est un vrai fléau. Et l'important quand on résout un conflit, c'est de prendre les deux protagonistes, de les mettre ensemble dans la même pièce, pour qu'ils soient... c'est à eux de résoudre le conflit, et à eux seuls de le traiter. Ne soyez pas jugés partis, faites appel à un médiateur neutre pour faciliter la gestion du conflit. La gestion d'un conflit, c'est difficile, ça demande c'est des techniques, c'est aussi... Il ne faut pas avoir peur de la violence qu'il peut y avoir dans la résolution du conflit. Si vous êtes, vous, déjà impliqué parce que vous êtes ami avec un des deux, ou vous connaissez quelqu'un de mieux, ou vous avez certains bruits de couloir, vous allez être influencé. Il vaut mieux passer par quelqu'un qui est tout à fait neutre pour pouvoir résoudre le conflit de manière beaucoup plus sereine et finalement éviter que ce tiers soit lui aussi manipulé pour faire partie d'une équipe ou d'une autre. Enfin, voilà, quelqu'un de neutre, de professionnel qui va pouvoir amener des ateliers pour aider les protagonistes à gérer leur conflit. Est-ce que déballer son sac, ça aide à résoudre le conflit? Donc je vous laisse faire pause et réfléchir à ça 2 minutes. À votre avis, est-ce que ça aide? Alors, selon moi, déballer son sac, c'est-à-dire si c'est pour se mettre en colère et s'énerver, eh ben ça va pas aider. Parce que finalement, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense, on pense pas vraiment ce qu'on dit quand on est en colère, on cherche surtout à dominer l'autre, et donc ça, c'est pas forcément le meilleur moyen de résoudre le conflit. Si c'est déballer son sac avec ce mode adaptatif qui permet d'exprimer avec nuance, avec précision, ce qu'on ressent, avec assertivité, sans chercher à soumettre l'autre, sans désir comme ça
de domination, alors là, on est dans un dialogue où on peut vider son sac et où finalement, ça va aider à la résolution du conflit. Donc la nuance, elle est là. Déballer son sac, oui, mais l'important, c'est comment. Si c'est en colère ou en stress, c'est pas la peine. Si c'est en mode adaptatif, dans une logique d'apaisement, de sérénité, alors là, c'est extrêmement positif. Huitième clé sur le conflit, le modèle de Tuckman, qui est assez intéressant. Alors, il est assez connu, vous voyez que il est dit qu'une équipe passe par 4 étapes, une étape de forming, puis une étape de storming, de norming et de performing. Qu'est-ce que c'est que ces étapes à travers le temps? Le forming, c'est juste le fait de faire connaissance. Donc c'est l'espèce de formalisme de début de rencontre où on est très poli, on dit bonjour, machin, etc. On se connaît à peine, on reste très pro et ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis arrive une étape de storming où là il commence à y avoir des guerres d'ego, on n'est pas d'accord, il y a des conflits, ça devient beaucoup plus problématique. Et alors là on est beaucoup moins performant parce que finalement, soit on défend ses intérêts personnels, soit on n'arrive pas à communiquer avec les autres. Bref, la collaboration devient beaucoup plus délicate. Et puis arrive une phase de norming où finalement on va réussir à prendre ses marques, chacun va trouver un petit peu sa bonne manière de fonctionner pour atteindre en fait un niveau de performance beaucoup plus élevé qu'au début, où là, comme chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait comment fonctionnent les autres, la communication est beaucoup plus fluide, précise, et on est beaucoup plus performant en tant qu'équipe. Cette étude-là, ce modèle-là, il y a des scientifiques qui sont penchés dessus pour savoir si ça tenait vraiment la route. Et donc, ils ont essayé de trouver des critères qui permettent de définir correctement ces 4 phases. Puis, ils sont allés voir différentes équipes à travers le monde pour voir si, effectivement, on retrouvait bien ces phases-là. Et effectivement, on retrouve une étape de forming qui est beaucoup plus fréquente en début de vie de l'équipe et une phase de performing qui est beaucoup plus fréquente aussi après un certain temps. Les équipes ont besoin de temps pour être performantes. Voilà ce que nous dit ce graphique. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que la phase de storming, eh bien, elle est quand même, elle existe en fait elle existe tout le long en fait de la vie d'une équipe. En fait, le conflit, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à une équipe de discuter de ce qui ne va pas, de trouver finalement des axes d'amélioration, de se donner du feedback pour être plus performant. Donc le conflit, il ne faut pas en avoir peur. Il vaut mieux mettre en place un environnement pour que les conflits puissent se traiter le plus tôt possible dans l'équipe, que les gens puissent en discuter, que ce soit dans une équipe ou au niveau d'une entreprise. Il vaut mieux qu'un conflit soit traité le plus tôt possible entre les protagonistes qui en sont responsables et qu'on trouve une solution assez rapidement où chacun puisse s'exprimer, écouter l'autre, de manière à ce que toute l'entreprise soit beaucoup plus performante. La gestion du conflit, ça fait partie, c'est une partie très importante, c'est une partie intégrante d'une transformation agile à l'échelle, d'une transformation sur un mode systémique, où on va énormément s'attacher à observer ces conflits qui peuvent être source d'injonctions paradoxales, qui peuvent être source aussi des équipes qui sont un petit peu, qui manquent de transparence, qui sont dans leur coin, qui refusent finalement de dialoguer avec les autres. On doit vraiment observer tout ça. Et ça commence par les bruits de couloir, ce que vous entendez des uns des autres, des directeurs qui ne s'entendent pas, des collaborateurs qui ne veulent plus travailler avec un tel, etc. etc. Soyez attentifs à tout ça. Si vous arrivez finalement à casser ces silos humains de jugement, etc., et de conflits plus ou moins évidents, vous allez pouvoir finalement créer cette collaboration à travers des équipes complémentaires, pluridisciplinaires, et vous allez pouvoir aider à ce que l'entreprise soit beaucoup plus performante à un niveau global. Donc, 9e clé pour la résolution de conflits, il faut pratiquer. Il faut pratiquer non seulement, si vous voulez, le fait de savoir réagir quand on est quand on est dans un conflit, et aussi savoir identifier les conflits.